Bonsoir, bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir sur une toute nouvelle assemblée qui s'esquisse, de nouveaux visages et un groupe imposant qui devrait se confirmer dimanche prochain pour La République En Marche. Et au-delà de ces nouveaux entrants, quel fonctionnement politique et parlementaire avec un tel groupe? C'est le thème du débat avec de nombreux invités à notre compagnie ce soir. Et dans un tel paysage, cette question, mais où est donc l'opposition? Qui va porter la parole? Et des propositions alternatives à celles de l'exécutif en place. Sur ce sujet, le match des idées opposera Anne Levade, juriste, à Jean-Pierre Mignard, avocat et proche d'Emmanuel Macron. Enfin, nous allons sortir de nos frontières, direction le Moyen-Orient. Notre invité a été correspondant dans cette région durant de longues années. Jean-Marie Kemener publie une biographie, la première biographie de Bachar el-Assad, intitulée Bachar el-Assad en lettres de sang chez Plomb. Le grand entretien, c'est tout à l'heure. Voilà donc pour le programme. Merci d'être avec nous. Le hashtag OVPL pour vos réactions et questions. Et avant d'accueillir mes premiers invités, voici le tour d'horizon de l'actualité du jour qui revient entre autres sur les grands perdants du scrutin hier. On voit tout cela avec Flora Sauvage. À droite comme à gauche, c'est l'hécatombe. Le candidat socialiste à l'élection présidentielle, Benoît Hamon, est éliminé dès le premier tour dans son fief des Yvelines. Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du PS, défait à Paris. Aurélie Filippetti, l'ancienne ministre de la Culture de François Hollande, balayée à Metz. Tout comme l'ancienne ministre de la Justice, Elisabeth Guigou, en Seine-Saint-Denis. Chez les écologistes, Cécile Duflot comme Emmanuel Cos sont éliminés dès le premier tour. À droite, c'est un camouflet pour Ramayad dans le Loir-et-Cher. Battu à Paris, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, Henri Guénaud, se retire de la vie politique. En Seine-Maritime, Nicolas Bay, le secrétaire général du FN, n'accède pas au second tour. À gauche. Si le Parti socialiste avait déjà été moins divisé pendant le quinquennat Hollande, je pense qu'on n'aurait pas eu cette situation. Tout le monde nous a expliqué que François Hollande n'était pas le meilleur, en tout cas pour se présenter et défendre le bilan et amener les socialistes aux législatives. J'ai tendance à penser que ce soir, en tout cas, le constat est vraiment très dur, puisque vous avez vu le résultat. Donc j'ai tendance à penser que si François Hollande avait été peut-être un peu plus soutenu et qu'il avait été soutenu pour mener cette campagne et présidentielle et législative, je ne dis pas qu'il aurait gagné la présidentielle, mais je pense que les résultats législatifs auraient sans doute été moins pires que ce soir. Donc je rappelle quand même aux socialistes qu'à un moment donné, la division ramène toujours la défaite. On en a les résultats ce soir. À l'Assemblée nationale. Avec 20 points de retard, cela va être compliqué pour Najat Vallaud-Belkacem. Candidate PS dans le Rhône, l'ex-ministre de l'Éducation nationale est arrivé très loin derrière Bruno Bonnell, le candidat de La République En Marche. Dans le Gard, le député FN Gilbert Collard est en difficulté face à la torera Marie Sarah, soutenue par Emmanuel Macron. À Marseille, sauf surprise, Jean-Luc Mélenchon devrait réussir à l'emporter dimanche prochain sur sa rivale Corinne Versini. À Paris, Nathalie Kosciusko-Morizet est en mauvaise posture. La candidate LR devra affronter le candidat En Marche Gilles Legendre, qui a obtenu plus de 41% des voix. Enfin, Marine Le Pen à Hénin-Beaumont pourrait profiter de son bon score du premier tour pour faire son entrée à l'Assemblée nationale. En France. Nouvelle phase de concertation sur la réforme du Code du travail. Le cabinet de la ministre Muriel Pénicaud a reçu aujourd'hui les organisations syndicales et patronales pour entrer dans le détail de la réforme. 48 réunions sont prévues au ministère pour les partenaires sociaux. Chaque organisation aura droit à 6 réunions d'ici au 21 juillet. Le projet de loi d'habilitation à légiférer par ordonnance sera présenté au Conseil des ministres le 28 juin. Justice. Selon le quotidien Le Monde, le pneumologue Michel Aubier aurait été rémunéré par Total plus de 150 000 € par an en 2013 et 2014. Auditionné le 16 avril 2015 par la commission d'enquête du Sénat sur la pollution de l'air, le professeur avait minimisé les effets du diesel sur la santé. Il avait omis de préciser qu'il était salarié depuis 1997 par le groupe Total. Un faux témoignage qui lui vaut d'être poursuivi par la justice. Son procès commence mercredi à Paris. Et le Sénat s'est porté partie civile. Économie. La Banque de France persiste et signe. La croissance du produit intérieur brut devrait être de 0,5% au deuxième trimestre. En avril, mai et juin, l'activité a été dynamique dans le secteur des services et de l'intérim. Une bonne nouvelle pour le marché de l'emploi.
Si la Banque de France ne revoit pas ses prévisions à la baisse, la croissance devrait s'établir à 1,4% en 2017. Au lendemain du premier tour des élections législatives, c'est donc une toute nouvelle assemblée qui s'esquisse et qui devrait prendre place après le second tour dimanche prochain. Nouveaux visages, nouveaux groupes imposants pour La République En Marche. Mais pour quelle pratique, quel fonctionnement politique et parlementaire? On va en parler. Avant cela, il reste bien sûr la campagne d'entre-deux tours. Les réunions de crise s'enchaînent chez les différents partis, LR, PS, FN, France Insoumise. Comment contrer une telle vague? Le débat avec nos invités ce soir. Jean Garrigue, bonsoir. Bonsoir. Historien, président du comité d'histoire parlementaire et politique, auteur notamment de ce livre, Président au pluriel au cœur du pouvoir. Michel Soudet à vos côtés, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef adjoint à Politis. Nous accompagne également Virginie Leguet, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, chef adjointe du service politique de Paris Match. Et Jean-Daniel Lévy, bonsoir. Bonsoir. Directeur du département politique et opinion d'Aris Interactive. Alors, madame, messieurs, avant d'entrer dans le vif de notre débat, on va rappeler les principaux enseignements après ce premier tour, les grandes lignes, les faits marquants avec Mounir Soussi. La performance est sans appel. Les candidats En Marche ont surfé sur la vague enclenchée par la présidentielle. Mais le vrai raz-de-marée se situe sur les rives de l'abstention. Avec 51,3%, un taux jamais vu au premier tour pour une législative sous la Ve République. Hier, plus de la moitié des électeurs ne se sont pas déplacés. Emmanuel Macron devrait obtenir une majorité absolue à sa main dans la future Assemblée. Les candidats En Marche arrivent en tête dans 3 circonscriptions sur 4. Les résultats confirment l'érosion des clivages traditionnels. Les Républicains arrivent à la seconde place, loin derrière En Marche. Et le Parti Socialiste sombre et réalise une contre-performance historique avec moins de 10% des voix. Ce scrutin confirme la redistribution des cartes entamée lors de la présidentielle. En raison de la faiblesse du nombre de suffrages exprimés, il n'y aura finalement qu'une seule triangulaire, retirant une grande part de suspense pour le second tour. Voilà, et c'est un groupe imposant qui devrait faire son entrée bientôt à l'Assemblée. Un groupe La République En Marche dont on découvrira petit à petit les visages nouveaux. Alors l'étape, je parle sous votre contrôle, Jean-Daniel Lévy, de la majorité absolue devrait être largement franchie pour Emmanuel Macron. Et après, est-ce que déjà le prochain défi, c'est celui de la gestion de cet énorme groupe qui s'esquisse? Déjà, attendons le dimanche prochain. Bon, même si, a priori, tout se dessine comme offrant à En Marche, même sans le modem, une majorité absolue qui lui est promise. On était face à des électeurs qui, de toute façon, l'avaient anticipé avant le premier tour du scrutin. Et c'est une des raisons, d'ailleurs, pour laquelle près d'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé hier en se disant, de toute façon, les jeux sont faits et on n'a pas forcément envie de s'opposer à cette constitution. Et on a pu entendre d'ailleurs même de la part des responsables politiques de gauche comme de droite que souvent on invoque l'abstention en disant il va y avoir un sursaut à l'issue du premier tour. Mobilisez-vous, vous pouvez changer un peu la donne. On peut voir que même les responsables, que ce soit du Parti Socialiste ou d'En Marche, ou des Républicains, n'ont pas utilisé de ce vocable, alors que traditionnellement, on l'entend à l'histoire du premier tour. C'est vrai qu'il y aura un défi, parce que quand on regarde l'offre politique qui se dessine, en fait, en tout cas telle qu'on peut la voir à travers les candidats En Marche qui ont une probabilité importante de gagner dimanche prochain, ce sont pour une grande part des personnes qui n'ont pas d'expérience politique, ce sont pour une grande part des personnes qui viennent autour d'un regard, autour de la morale politique et pas forcément du projet politique qui serait structurant dans leur engagement à l'égard d'Emmanuel Macron. Et puis, ce sont également des personnes qui, quand même, ont chaque fois une forme de personnalité. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont cadres, profession libérale, qui ont une relation à l'autre, et qui ont la capacité à pouvoir s'exprimer, qui ont la capacité à pouvoir être entendues. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir dans quelle mesure cette population-là, qui est en général plutôt en prise de décision, va s'inscrire dans un collectif qui va être un collectif de groupe, de prise de décision collective, et à un moment ou à un autre, de défense de ce qu'on appelle une ligne politique qui n'aura pas forcément été celle qu'ils ont choisie individuellement. Certains pointent déjà, d'ailleurs Virginie Leguet, le risque d'une assemblée ingérable. Enfin, revenons il y a quelques semaines, certains disaient qu'Emmanuel Macron n'aurait même pas de majorité. En réalité, tout est inédit, pas à pas, presque nous-mêmes. Parfois, les analystes, les commentateurs, les journalistes politiques, nous apprenons à décrypter ce paysage politique aujourd'hui. Oui, rappelons qu'il y a un an, un peu plus d'un an, le mouvement n'existait pas, le mouvement En Marche n'existait pas, et qu'aujourd'hui, il a
quasiment occupé tout l'espace laissé par les anciens partis politiques qui ont structuré la Ve République depuis 40 ans et qui étaient probablement d'ailleurs dans un état de décrépitude bien plus avancé que ce qu'on pouvait voir facialement. Mais Emmanuel Macron l'a parfaitement senti en étant lui-même à l'intérieur du système quand il travaillait avec François Hollande. Il a vu l'incapacité, l'inertie non seulement du président à faire établir une décision, une mesure, mais surtout au système même de se réformer. Et probablement s'est-il dit que là il y avait un coup à tenter, il l'a tenté, il l'a réussi au-delà de toute espérance. Michel Jaudet, qu'est-ce qui vous frappe, vous, le plus? Je me souviens, moi, quand on vous recevait ici, il y a déjà quelques mois même, vous étiez critique à l'endroit d'Emmanuel Macron, critique à l'endroit de sa formation. Est-ce qu'aujourd'hui, vu le chemin parcouru, nous verrons à l'épreuve des faits ce que cela va donner, est-ce que vous vous dites quand même que c'est assez inédit dans ce paysage? C'est inédit et je trouve qu'on chante un peu trop facilement le succès. Vous n'avez pas changé donc. Non, je n'ai pas changé. C'est possible d'être cohérent avec vous-même. Par exemple, j'ai pu entendre depuis hier soir, ce qui est très juste, que compte tenu de l'abstention, il n'y a pas finalement une assise forte à cette majorité absolue qui se dessine, qui pourrait ramasser 75% des sièges, puisque ça repose sur moins de 16% des inscrits. Mais j'aurais un autre chiffre à présenter. C'est que quand on regarde l'ensemble toutes les élections législatives qui ont suivi directement une élection présidentielle, jamais, et je parle en suffrage exprimé, jamais les partis qui soutenaient le président n'ont obtenu un score aussi faible. 32,33% des suffrages exprimés au premier tour d'une législative, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu jusque-là. Ça montre qu'il va y avoir des problèmes par la suite. Et ces problèmes, ils viennent d'une absence, d'un défaut de légitimité qu'amène ce scrutin avec ces gens qui ne vont pas participer au vote, qui se mettent en retrait. Peut-être qu'ils en ont assez d'une élection qui dure trop. Je note que le Parti socialiste, les divers gauches et les radicaux de gauche, en nombre de voix, font tout juste le même nombre qu'au second tour de la primaire organisée par le PS. C'est-à-dire que c'est vraiment le noyau des fidèles qui s'est déplacé et pas plus. Et vous pointez, c'est ça ce qui est intéressant, vous dites un procès en illégitimité, c'est quand même fort. Non, on peut faire un procès en manque de représentativité de cette nouvelle Assemblée, mais en le problème, légitimité... c'est que pour faire les réformes qu'il veut faire, et à Politis on conteste, que ce soit, on a bien compris. Que ce soit la réforme par ordonnance du Code du travail, ou maintenant ce que l'on sait mettre dans le droit commun les dispositions de l'état d'urgence, ces choses-là. Pour pouvoir le faire, il faut avoir une assise véritablement forte. Or, ce n'est pas le cas. Alors, donc le débat va se déplacer ailleurs. Mais ce débat-là, il est incroyable, Jean Garrigue. Expliquez-nous, éclairez-nous. On a ceux qui disent trop de pouvoir, tue le pouvoir. Regardez cette hégémonie à l'Assemblée nationale. Et d'autres qui nous disent, mais regardez, il y a des fragilités. C'est un géant au pied d'argile avec peut-être un manque de légitimité ou de représentativité. Ce sont un peu les deux en même temps, il faut le reconnaître. C'est très intéressant de voir qu'Emmanuel Macron, qui voulait et qui a totalement transgressé les frontières bipartisanes de la vie politique de la Ve République, en fait, et c'est celui qui nous amène la quintessence du fait majoritaire qu'avait voulu d'ailleurs le général de Gaulle et qui s'est ensuite concrétisé après lui. C'est un paradoxe qui est d'ailleurs à la mesure de ce que représente le macronisme. C'est vrai que l'assise électorale et encore plus sociologique de cette majorité, elle est très faible et que reste à l'écart de cette Assemblée, en fait, au fond, les 40% de Français qui ont voté pour la France Insoumise ou c'était plus exactement pour Jean-Luc Mélenchon et pour Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle. La France qui souffre, la France qui s'abstient, la France qui ne va pas voter et la France qui va être sous-représentée par le jeu justement
justement de l'abstention, du seuil d'entrée à la triangulaire, qui a évidemment éliminé beaucoup les candidats de FN ou de la France insoumise. Est-ce que pour autant il y a un déficit de légitimité d'Emmanuel Macron? Ça, c'est autre chose. On est là dans un jugement de valeur, moi, dans lequel je n'entre pas. Ce procès en illégitimité, il a été fait à quasiment tous les présidents depuis un certain temps. Il faudrait remonter même encore plus loin pour le vérifier. Et j'ajouterai une toute petite chose, c'est qu'on va avoir l'impression qu'il y a une majorité parlementaire hégémonique, une concentration du pouvoir, mais en réalité, il me semble que cette majorité Macron, elle va être beaucoup moins puissante en réalité que celles qui l'ont précédée, car il y a à côté d'une Assemblée nationale une autre Assemblée qui s'appelle le Sénat, qui va être renouvelée par moitié bientôt, mais dans laquelle les macroniens n'auront pas forcément une grande majorité. Il y a les collectivités locales dans lesquelles, par la force des choses, ce mouvement tout neuf n'a pas d'enracinement. Donc il y a beaucoup de points qui font que cette illusion, en tout cas cette réalité, pour être plus juste, d'une majorité à l'Assemblée nationale est contrebalancée par d'autres points qui sont plus des points de faiblesse. Reprenons l'un des points de votre argumentaire. Vous avez dit une fragilité de l'assise sociologique. Vous avez commencé ainsi également, Jean-Daniel Lévy. Vous avez dit il va y avoir des cadres, des chefs d'entreprise, etc. Mais là, j'ai l'impression que vous décrivez un entre-soi d'une certaine élite. Vous décrivez le personnel politique, en fait. En tout cas, quand on fait la sociologie, déjà, il y a une double sociologie qu'on peut faire. Il peut faire une sociologie des candidats En Marche. Et quand on regardait les candidats En Marche, quand on regardait leur structure, c'est véritablement pour, si je ne me trompe pas, 65% des personnes parmi les candidats qui étaient cadres ou professions libérales. On peut rappeler que dans la population française, cette population pèse 19% des personnes qui sont âgées de 18 ans et plus. Donc on voit le décalque. Alors ce n'est pas la seule formation politique avec cette surreprésentation des catégories supérieures, mais c'est celle qui offrait le plus de surreprésentation des catégories supérieures. Et puis, il y a les électeurs. Quand vous regardez les électeurs qui se sont déplacés hier, traditionnellement, on le sait, dès qu'il y a une croissance de l'abstention, les jeunes n'y vont pas, les catégories populaires n'y vont pas, les femmes y vont moins et d'une manière générale, même les milieux ruraux se déplacent un petit peu moins. Et donc, dans ce contexte-là, ça a favorisé, je serais tenté de dire, de manière mécanique, le vote en faveur des candidats En Marche. Qui plus est, on l'avait vu lors de la présidentielle, que les électeurs qui, plus que les autres, se sont mobilisés en faveur d'Emmanuel Macron, on l'a revu hier, ce sont des cadres. Ce sont des personnes âgées, ce sont des personnes qui sont plutôt dans les milieux urbains et ce sont également des personnes, pour revenir sur ce que vous indiquez, qui se sentent globalement en sécurité. C'est-à-dire que lorsqu'elles entrevoient l'avenir, leur propre avenir, ou l'avenir globalement de notre pays, elles entrevoient les perspectives comme étant de manière plutôt positive et plutôt avec une forme d'optimisme. Et que dans ce contexte-là, lorsqu'on leur dit par moment, il faut prendre des risques, il faut se jeter un petit peu dans le vide, qui sont plus que les autres susceptibles d'accorder ou d'accueillir favorablement les propositions qui sont effectuées. Malgré ce que vous dites, vous allez réagir tout de suite, Virginie Leguet. On va écouter sur ce sujet les propos de Barry Zacharie, sénatrice de Paris, proche d'Emmanuel Macron et de La République En Marche. Elle a été l'une des premières à le rejoindre, à le soutenir. En tous les cas, on l'écoute. Il faut dire que nous avons suscité l'adhésion de gens qui ne venaient pas en politique. Moi, par exemple, le fameux meeting de Bobino. À un moment donné, j'ai posé la question à la salle, qui ne s'est jamais engagé? Levez la main. 90% de gens qui ne s'étaient jamais engagés. On leur a donné envie. Les Français sont un peuple politique. On leur a donné l'occasion, on leur a donné envie de s'engager. Les partis politiques ne donnent plus envie, ne font plus envie. Alors moi j'entends là dans ces propos envie, adhésion, et puis juste avant dans vos propos j'entendais un petit peu autre chose. Où est la vérité entre les deux ? Que les députés qui arrivent ou qui arriveront dimanche prochain, au-delà du 18 juin à l'Assemblée nationale, aient envie de s'engager, c'est vrai. Que tous ne se soient jamais engagés, c'est faux. Parce que même s'ils n'ont pas été députés avant, ils avaient souvent des mandats locaux, des responsabilités dans les associations. Enfin, il y a une chose qui me frappe énormément. Si on se souvient de la répartition du vote Emmanuel Macron, Marine Le Pen, la France était coupée en deux par une petite diagonale assez légère qui coupait l'Est et l'Ouest. Et d'une certaine façon, on pourrait dire que c'est l'Ouest qui
qui a élu Emmanuel Macron et l'Est qui est resté sur le carreau. Et si on regarde bien avec cette répartition, comment se déroule la vie pour les habitants de l'Ouest et les habitants de l'Est, les habitants de l'Ouest sont plutôt les insiders, ceux qui bénéficient du système, dans lequel ils se sentent assez bien, qui en profitent, qui n'en souffrent pas. Les habitants de l'Est, et encore une fois, c'est une séparation peut-être un petit peu trop rigide, mais n'empêche que les habitants de l'Est sont ceux qui sont sur le côté, qui se sentent sur le côté. Et là, ils ont été aussi loin sur le côté parce qu'ils n'ont même pas été votés. Je ne dis pas d'ailleurs qu'ils sont tous hostiles à ce qui se passe. Peut-être qu'ils espèrent que de ce changement en profondeur... Voilà. Elle part comme ça, voilà. C'est très net. Je ne dis pas que ce changement en profondeur, ils le regardent avec méfiance. Peut-être qu'ils se disent, on va voir ce que ça va donner. Si ça donne quelque chose de bien, tant mieux. Mais aujourd'hui, en tout cas, ils ne se sentent pas concernés. Et c'est vrai que cette Assemblée nationale, dont la majorité va être écrasante au sens presque littéral du terme, ne représentera pas un engouement populaire. Alors, c'est intéressant. C'est une partie des Français, attention, parce qu'on n'est pas en train de remettre en cause une légitimité politique. Non, ça n'a rien à voir. On analyse les marges de manœuvre politiques qui vont en découler. Michel Saudet, c'est ce que vous nous disiez. Vous nous avez cité tout à l'heure 2 réformes emblématiques du quinquennat. Selon vous, il aura des difficultés, si j'entends ce que vous dites, à mener de telles réformes compte tenu de ce que nous venons d'analyser ici, malgré ce qu'ont dit certains, les pleins pouvoirs? À mener ces réformes, oui, je pense qu'il aura quelques difficultés. Il va y avoir des réactions. Ce n'est peut-être pas tout à fait pour rien non plus que l'état d'urgence est prolongé jusqu'au 1er novembre, c'est-à-dire qu'il couvre la période où les ordonnances vont commencer à être connues et à être mises en œuvre. Vous pensez qu'une autre décision aurait été compliquée dans un contexte de menace comme le nôtre? Non, je ne pense pas, puisque il avait été... débat. Ouais. C'est quelque part, il y en a qui l'ont dit déjà, des politiques par le passé, et y compris les membres de l'Assemblée nationale qui participaient à la commission d'évaluation. Mais quel responsable politique de haut niveau peut dire aujourd'hui je retire, stop à l'état d'urgence malgré la menace? C'est une certaine peur de l'opinion sur ce sujet-là. Et de la réalité de la menace, non? Non, la réalité de la menace, il n'y a pas besoin d'état d'urgence pour faire face à la menace. Ça, c'est un débat que, justement, les députés qui faisaient l'évaluation qui va rentrer dans la loi, sur laquelle ils avaient déjà tranché. Donc, il va y avoir des difficultés à mettre en œuvre ces mesures, mais en même temps, je n'oublie pas que Emmanuel Macron a aussi des projets pour faire évoluer le travail parlementaire. Et là, on va voir si ces nouveaux élus vont accepter qu'on leur demande de débattre très rapidement de projets de loi avec une seule lecture, avec un droit d'amendement extrêmement réduit, puisque il veut que les amendements refusés en commission ne puissent pas revenir en plénière. Tout un tas de dispositions qui, quelque part, réduisent encore plus le Parlement. C'est le point essentiel. Et on en revient aussi à la question de l'abstention, parce qu'un Parlement abaissé, c'est aussi une élection législative qui devient une élection secondaire. Mais l'abstention, elle vaut pour tous les partis, hein? Oui. Et peut-être d'ailleurs plus pour les partis, pardonnez-moi, excusez-moi, peut-être d'ailleurs plus pour les partis qui ne sont pas En Marche que pour En Marche, parce que ceux qui se sont déplacés, c'est En Marche, c'est les électeurs d'En Marche. Oui, parce qu'on pourrait aussi poser la question de la démobilisation des électeurs qui potentiellement auraient pu se porter vers les candidats du Front National ou de la France Insoumise, et encore plus du Parti Socialiste, voire même des Républicains qui, malgré tout ce qu'ils peuvent nous dire, et ça c'est la langue de bois des politiques, ne réalisent pas les résultats qu'ils envisageaient. En ce qui concerne la réforme du travail parlementaire, ça c'est un chantier très très important. On pourrait aussi réfléchir à la disciplinarisation des candidats, enfin des élus En Marche. Mais c'est aussi une vraie question parce qu'il y a à la fois, je dirais, le tropisme macronien qui est très 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 fort, beaucoup plus fort que dans les autres majorités. Ils lui doivent tout. C'est leur principal argument de campagne. C'est parce qu'ils ont eu la photo d'Emmanuel Macron sur leur affiche qu'ils ont été pour beaucoup élus quand même. Les autres majorités parlementaires, celle du Parti socialiste, celle de François Hollande, c'était quoi? C'était la synthèse de courants
totalement hostiles les uns aux autres, et on a bien vu comment ils ont éclaté. Pareil d'ailleurs chez les Républicains, c'est toujours ça depuis quasiment les débuts de la Ve République. Même le général de Gaulle était confronté en 58 à une majorité binaire, totalement opposée. Mais il y a la question aussi, effectivement, de la réforme du travail parlementaire, et il n'y a pas que la réduction du temps de délibération dans ces projets de réforme, il y a aussi, en tout cas dans l'air, l'idée d'une coproduction législative, du travail, coproduction associant éventuellement les citoyens. Il y a l'idée de plus de contrôle du législatif sur l'exécutif, et ça, me semble-t-il, c'est plus des avancées démocratiques que des reculs. Donc il faut peut-être avoir un regard un peu plus nuancé, global. Je vais vous faire réagir sur ce fonctionnement parlementaire et politique. Je voudrais qu'on découvre, puisque vous parlez de la gauche, la une de Libération demain. Regardez ce vaste paysage, la gauche selon Libé, Insoumis, PS, Parti communiste écolo, ils ne seront plus de 50 à siéger dans la future Assemblée. Une carte politique entièrement remise à plat, durablement, c'est le désert. Hein. On va parler de la gauche en quelques instants. On va revenir à ces députés, Virginie Leguet et Jean-Daniel Lévy. On leur prête beaucoup de, entre guillemets, parfois de mauvaises intentions. On leur fait un procès d'intention. Est-ce qu'ils vont vraiment savoir voter? Ce sont des novices. Est-ce qu'ils vont voter avec le petit doigt sur la couture du pantalon, etc. Ils peuvent aussi nous surprendre. Oui, bien sûr. Enfin, jusqu'à présent, il y a eu... je ne parle pas personnellement, mais je parle d'un point de vue d'opinion, un certain nombre de surprises qui, à chaque fois, ont fait que, par rapport à ce que les Français pouvaient anticiper, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ils le pensaient. Il y a un an, quand on disait, bon voilà, Emmanuel Macron lance son mouvement politique, ça ne marchera jamais. Il va partir à la présidentielle, ça ne marchera jamais. Il va gagner la présidentielle, ça ne marchera jamais. Il n'aura pas de majorité parlementaire, ça ne marchera jamais. Donc jusqu'à présent, il a quand même réussi à surprendre un certain nombre de Français. Donc on va voir comment ça va se passer au cours des prochains jours. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a les députés et puis il y a tout ce qui va constituer la dimension qui va être la dimension d'encadrement. Qui va être le président de groupe, quels vont être les animateurs du groupe, qui va être le président de l'Assemblée nationale, quels vont être les vice-présidents, comment vont se répartir le travail ou les différents travaux dans les commissions. Donc dans ce contexte-là, ça participera aussi soit de la disciplinarisation, soit de l'émancipation des différents... Disciplinarisation, c'est ça? Je ne sais pas si ça existe. On l'invente ce soir. Voilà. Et donc en fait voilà, et donc il permettra de voir justement comment va se structurer le travail parlementaire. Ce qu'on a pu voir quand même jusqu'à présent, c'est qu'il y avait une marge de manœuvre qui était laissée de la part d'Emmanuel Macron à l'ensemble des intervenants autour de lui, qui était quand même relativement limitée. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un moment qui est un moment pour la concertation, mais quand il a pris une décision, quand il y a une orientation, en général ça suit. Donc ça va être intéressant d'essayer de voir comment ça se situe, et d'autant plus que la pression de l'opinion à l'égard du Parlement aujourd'hui est quand même assez faible. C'est-à-dire que quand on demande aux Français quel est le travail réel des parlementaires, comment ça fonctionne, quel est le travail en commission, quels sont d'ailleurs les acteurs majeurs du Parlement, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, voire même du Sénat, il y a une difficulté à pouvoir identifier les choses, à tel point que quand on a posé la question, qui est une question complètement ouverte, c'est-à-dire qu'on n'a rien proposé aux électeurs hier, et notamment aux électeurs qui ont voté pour Emmanuel Macron, en aucune manière ils nous ont parlé du projet politique et ils nous ont dit on souhaite donner une majorité parlementaire au président de la République. Donc c'est une forme de désincarnation politique, mais plus une aspiration à faire en sorte de laisser au président de la République des marges de manœuvre pour pouvoir agir. Donc pas forcément la vision d'une forme de contre-pouvoir ou de pouvoir législateur d'amendement qui serait aujourd'hui soumis au Parlement. Vous avez posé cette question à travers vos sondages. C'est ce qu'on entendait sur le terrain. Virginie Leguet, quand on se déplaçait, les journalistes, etc., c'est ce qu'on nous disait. On va lui donner une majorité et puis on va juger après sur les faits, à l'épreuve des faits, puisqu'il aura les pouvoirs pour mener son action. Oui, et les électeurs qui pensaient qu'il était utile de donner une majorité à Emmanuel Macron n'étaient pas forcément des électeurs qui avaient voté pour Emmanuel Macron à la présidentielle. Et il faut aussi souligner de ce point de vue-là que les électeurs qui ne sont pas allés voter du tout et qui auraient pu voter pour Marine Le Pen ou pour Jean-Luc Mélenchon ont été quand même, somme toute, assez repoussés de leur vote par les incroyables contre-performances qu'ont réalisées et Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon en donnant pas de consigne de vote au soir du premier tour et Marine Le Pen avec son débat extrêmement
contre-productif de l'entre-deux tours. Donc, d'ailleurs, on a bien vu que leur électorat a fondu de façon absolument stupéfiante entre le résultat de la présidentielle et le résultat des législatives. Enfin, je voulais revenir sur ce qu'a dit Jean-Daniel Lévy sur « ça ne marchera jamais, ça ne marchera jamais ». Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une quinzaine d'années, il y a eu une publicité pour l'utilitaire Kangoo de Renault. Et on voyait indéfiniment des modèles et des gens qui disaient « ça ne marchera jamais ». Puis en fait, ça marchait tout le temps. Ben, on en est exactement là. Ça marche. En fait, ça marche. C'est votre comparaison. Le Kangoo et la République en marche. Mais on entend les différents partis, Michel Soudé, LR, PS, FN, France Insoumise, se plaindre de cette mainmise politique, de ce trop de pouvoir. Mais est-ce que ce n'est pas de leur propre faiblesse que se nourrit aujourd'hui cette mainmise? Alors, il y a plusieurs choses. La mainmise du pouvoir au Parti socialiste, pendant longtemps, il a été question d'introduire la proportionnelle, ou sinon au moins une dose de proportionnelle. Que ne l'ont-ils pas fait pour se plaindre maintenant? Je crois que ce qui arrive aux socialistes, ils l'ont mérité, du début à la fin. Non pas, comme on l'entend dire, parce que il y aurait eu de la contestation en interne, ils n'auraient pas tous été soudés derrière le président. Bon, c'est pas ça la raison. Les frondeurs n'ont pas été un peu les fossoyeurs? Mais non, pas du tout. Il n'y avait pas besoin de ça. C'est que quand on est élu sur une politique antilibérale et qu'on applique une politique plus libérale que le précédent président, effectivement, là, il est évident que le résultat à la fin est celui qu'on a connu. D'autant que ce n'est pas la première fois que les socialistes nous font le coup. Là, ça a été extrêmement amplifié. Mais voilà, de ce point de vue... pour vous, le scénario était écrit d'avance pour les socialistes. Non seulement il était écrit, mais il était, d'une certaine façon, il était prévisible et inscrit dans la trajectoire du Parti socialiste depuis de longues années. Vous savez, moi je me souviens avoir fait un livre d'entretien avec Jean-Luc Mélenchon pour analyser la défaite de 2007. Et dans ce livre, il évaluait justement cette trajectoire. Et de là date son projet de faire quelque chose à côté qui permette, pas forcément de l'effacer, mais en tous les cas de permettre à la gauche de continuer à exister. Pour ne pas reproduire l'exemple italien, qui à l'époque déjà avait vu, justement en allant vers le Parti démocrate, la gauche complètement disparaître de l'Assemblée nationale italienne. C'est un chemin qu'aurait, selon vous, sur lequel... C'est son projet, il l'a toujours conservé. Juste qu'on écoute parce et poursuivi. Gérard Pilote est d'accord avec vous, vous êtes d'accord avec lui, je ne sais pas comment vous allez le prendre, mais c'est vrai, membre du bureau du PS, lui il dit qu'il a tiré la sonnette d'alarme depuis très longtemps et que la faute en incombe à François Hollande et Manuel Valls. Le mur, ça fait mal, mais il pouvait changer à tout moment. On pouvait, après les municipales, modifier les choses. On pouvait, après les régionales, modifier les choses. On pouvait ne pas faire la loi El Khomri. On pouvait ne pas faire le CICE. On pouvait ne pas s'engluer dans l'histoire de la déchéance de nationalité. On avait tout, la gauche, en 2012. Tout, absolument tout. Le Sénat, l'Assemblée, les villes, les régions. Et Hollande nous a tout fait perdre. Hollande, pendant 5 ans, a trahi la gauche. Et pendant 5 ans, la gauche, au lieu de faire une politique de gauche, elle a fait une politique de droite. Et quand on fait une politique de droite, on perd comme on vient de perdre. Alors, évidemment, moi je souscris facilement à l'idée que le Parti socialiste récolte aujourd'hui les fruits de quelque chose qui est très ancien. Mais je n'ai pas tout à fait la même analyse. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que, comme l'a diagnostiqué d'ailleurs avec une certaine justesse Manuel Valls, il y avait deux gauches irréconciliables. Il y a toujours eu deux sensibilités de gauche. Ça existait déjà du temps de Jean Jaurès et de Jules Guesde. Les guédistes reprochaient à Jaurès d'aller à la soupe parce qu'il s'était allié avec les radicaux en 1902. Et que je sache, Jean Jaurès était le meilleur connaisseur de la pensée de Karl Marx au début du XXe siècle. Ce problème-là, il a toujours existé au Parti socialiste. Le problème, c'est qu'il n'a jamais été résolu. François Mitterrand l'a escamoté par l'idée de la conquête du pouvoir, et les successeurs de François Mitterrand ne l'ont jamais pris à bras-le-corps. Et le Parti socialiste n'a jamais résolu ce problème, ce qui fait que lorsque le Parti socialiste s'est trouvé en manque d'un leader charismatique, et malheureusement, ce n'était pas François Hollande qui pouvait tenir ce rôle, de quelqu'un qui aurait été capable, au fond,
de dissimuler cette tension fondamentale, essentielle de l'histoire du Parti socialiste et de le dissimuler derrière une unité factice en réalité, eh bien, il est arrivé ce qui devait arriver. C'est-à-dire que les deux lignes se sont séparées. On l'a vu de manière spectaculaire au moment de la primaire de la gauche. Alors on peut considérer que c'est parce que les méchants de la gauche valsiste et autres sont allés vers un social-libéralisme qui a trahi le peuple. Pourquoi pas, hein, ça peut être une interprétation. On peut aussi considérer que certains socialistes ont voulu adapter le socialisme à une nouvelle donne de la mondialisation. Pour vous, les germes de cette explosion, de cette hécatombe, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, étaient bien là, présents sur la depuis table. Très très longtemps. Donc tous les responsables que vous citez savaient que ça allait se terminer ainsi. Les uns et les autres sont coupables. Manuel Valls, en 2009, voulait changer le nom du Parti socialiste, voulait abandonner énormément de choses. Il n'a pas pu le faire à ce moment-là. Il a essayé de le mettre en pratique quand il était au gouvernement. Quand il dit qu'il y a deux gauches irréconciliables, ça sous-entend que Manuel Valls est de gauche ou menait une politique de gauche, ce qui est extrêmement contestable parce que dans toute politique de gauche... Vous lui contestez d'être de gauche, lui affirme que son ADN est de gauche. La gauche a dans ses gènes la réduction des inégalités. Mais qui a le monopole de donner un passeport de gauche ou pas? Non, les inégalités n'ont fait que croître et toutes les politiques menées n'allaient pas dans le sens d'une réduction des inégalités. C'était une idée qui était abandonnée. Donc à partir de là, pourquoi continuer à s'en réclamer? Et ce qu'on observe quand ces gens-là se rapprochent d'Emmanuel Macron et en tous les cas trouvent très bien la constitution du mouvement d'Emmanuel Macron et de sa grosse majorité, c'est pour se remettre ensemble, comme on le voit au niveau européen, avec une partie des conservateurs libéraux dans une orientation alors, tout qui change est celle... pour que rien ne change, selon vous? Mais je crains que c'est ce qu'on découvre petit à petit. C'est votre avis? Que c'est la ligne européenne qui s'applique en France et que ce gouvernement constitue quelque part un décalque au niveau national de ce qu'on trouve dans la Commission, où on met des gens de sensibilités différentes, mais tout ça, ça fait toujours la même politique. Daniel Lévy. Ce qui est assez certain, c'est qu'il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est que pour la première fois, on a parlé de l'Europe, vous avez utilisé ce terme-là. Quand on interroge les électeurs des candidats En Marche, et quand on les interroge sur leur motivation de vote, la deuxième motivation de vote, c'est l'Europe. Alors même que ça n'a pas été au centre du débat. Et la carte électorale à laquelle vous renvoyiez tout à l'heure, on l'avait vue émerger et elle nous rappelle quand même la carte du référendum de 2005 sur le traité constitutionnel européen qui, à peu de choses près, se retraduit dans le vote en faveur d'Emmanuel Macron. Et puis le deuxième aspect qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a une partie de la population française qui est orpheline, ce qu'on pourrait appeler de manière générale le peuple de gauche, qui ne trouve pas de débouché naturel à ce système de valeurs qu'ils peuvent considérer pour différentes raisons. Ils considèrent que le Parti socialiste n'en est pas le destinataire, que Jean-Luc Mélenchon n'en est pas forcément le destinataire, et surtout, et ce qui est extrêmement frappant, c'est qu'ils n'ont aucune fierté d'avoir porté François Hollande à l'Élysée, et que la période 2012-2017 ne leur permet pas d'avoir un élément, un acte fort, un fil rouge ou éventuellement quelques qualificatifs qui leur permettent de dire au moins la gauche au pouvoir, c'est ça. Et c'est nettement différent de ce que ressentaient les électeurs de gauche en 88, où quand bien même il y aurait eu le virage européen de François Mitterrand, le système monétaire européen 83 à la rigueur, il y avait au moins la réduction, l'abolition de la peine de mort, la réduction du temps de travail, etc., qui leur donnait à voir de ce que pouvait être la gauche aux responsabilités. Je voudrais qu'on insiste sur la droite, Virginie Leguet, sans vrai programme différencié, sans vrai leader. Quels arguments de campagne d'entre-deux tours peuvent-ils vraiment utiliser? On va écouter quelques réactions de responsables Les Républicains aujourd'hui. La première erreur, c'est d'avoir fait les primaires. Et c'est là qu'est le péché initial qui a provoqué la bombe à fragmentation derrière. Nous appelons à un sursaut citoyen en demandant aux électeurs de ne pas faire de En Marche un parti totalement hégémonique, un parti unique, de la pensée unique, avec un programme unique. Il faut tout remettre à plat et puis vite. Savoir est-ce qu'on peut rester tous ensemble, savoir sur quel statut, sur quel fondement, comment on retrouve nos électeurs, nos militants. Recomposons un vrai parti politique. L'explosion, j'en sais rien. En tout cas, les faux semblants, ça suffit. C'est la phrase du jour, hein. Il faut tout remettre à plat.
mais partout, tous les autres partis, en dehors de La République En Marche, tiennent ce discours. En tout cas, ce qui a été dit à propos du Parti socialiste peut être partiellement repris pour la droite. Les tiraillements internes à l'intérieur de ce qui est aujourd'hui les Républicains, ce qui était hier l'UMP, et ce qui était encore hier le RPR et l'UDF, se sont très très bien retrouvés dans ceux qui tendaient la main à Emmanuel Macron et ceux qui ne lui tendaient pas la main. Et on voit bien que les macro-compatibles venaient plutôt du centre-droit, étaient plutôt des libéraux, et que tous les autres qui sont restés sur leur quant à soi derrière Laurent Wauquiez, ceux-là, ils venaient pas du tout de là. Ils venaient du RPR, d'une aile assez à droite de la droite. Donc là aussi, les tiraillements sont absolument pas réglés et il n'y a pas de corpus idéologique central à la droite. Et je ne sais pas ce qu'elle va faire aujourd'hui. Ça ne se règle pas en quelques certainement pas. mois. Et les primaires n'y auraient rien changé, ou ça aurait peut-être été même pire. Et je ne vois pas ce qu'il faut tout refaire. Mais il faut probablement clarifier que veut la droite, quel programme elle propose. Un programme économique, un programme sur l'Europe, pour l'Europe. Le clivage n'est pas du tout là où elle pense qu'il est. Le clivage est bien plus large. Donc il va falloir qu'elle se refonde complètement et qu'elle trouve des nouveaux visages pour porter cette nouvelle refondation. Regardez cette une du Figaro demain. Après la vague En Marche, droite, gauche et Front National, sous le choc. Pour conclure, Jean Garrigue, est-ce qu'il y a un état de sidération presque face au chantier? Il va falloir trouver un leader, faire une clarification idéologique, clarification de positionnement, de ligne, de tout. Mais oui, mais au fond, c'est logique. On est dans un moment de transition générationnelle, de transition civilisationnelle. Et les vieux partis, ces partis-là, ne sont plus capables et ils ont montré leur incompétence à gérer ces problèmes. Ce qui est en jeu là, ce qui s'est passé, c'est le refus de ces vieux partis, le rejet de ces vieux partis qui ont été au pouvoir. C'est le dégagisme ambiant. Vous avez eu en 2007... En 2007, vous avez eu l'impression d'une remobilisation. Il y a eu une remobilisation autour de Sarkozy, autour de Ségolène Royal. On se disait, il y a une sorte de réenchantement. Ils vont réformer le logiciel de leur famille politique. On s'est aperçu que ça débouchait sur l'échec du sarkozysme et du hollandisme. Donc il était inévitable qu'à un moment donné, ces partis-là, dans leur méthodologie, dans leur manière de sélectionner le personnel politique, dans leur manière de générer de l'immobilisme et de ne rien générer de créatif, eh bien il était inévitable qu'à ce moment-là, ces partis soient rejetés et que les gauches comme les droites, car il y a des gauches et des droites, se reconstituent d'une nouvelle manière. Et il y aura des recompositions. Je pense qu'on est dans ce moment-là. Mais il faudrait souligner la paresse des formations politiques qui savaient depuis des années que ça ne fonctionnait plus, qui le voyaient, qui pensaient que finalement ça pouvait encore peut-être un peu durer, encore un petit peu durer, puis si c'était pas moi, ça serait ceux d'après qui auraient réglé le problème. Et finalement, aujourd'hui, ils sont au pied du mur. Jean-Daniel Lévy. Je revoyais il y a quelques jours un reportage sur Emmanuel Macron et on l'entendait dire de manière assez froide, un mouvement politique, c'est là pour définir une idéologie, enrôler des militants et désigner un chef. C'est des choses, certes très brutales, mais que le Parti socialiste ou la droite se sont révélés incapables de faire. Oui. Il n'y a pas eu de travail idéologique au Parti socialiste. Non. À l'inverse, vous pouvez en dire ce que vous voulez. Du côté de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, il y a eu un gros travail idéologique qui a été fait ces 4-5 dernières années, y compris avec la publication d'un manifeste éco-socialiste sur lequel un certain nombre de responsables du Parti communiste étaient... L'essai n'a pas été transformé jusqu'au bout, on va dire, pour rester nuancé. Le problème, pour le coup, c'est le comportement erratique du chef de la France Insoumise. Après, c'est autre chose. Ah oui, c'est ça aussi la difficulté. Oui. Et puis il y avait en germe cette attente malgré tout de renouvellement. C'est-à-dire se dire, la gauche ou la droite au pouvoir, on ne voit pas véritablement l'efficacité de leurs actions. Oui. On a envie d'avoir du personnel politique nouveau, tant et si bien que quand on a demandé le député idéal, est-ce qu'il doit plutôt avoir une expérience politique ou est-ce qu'il doit d'abord avoir une expérience professionnelle, on privilégiait en France ceux qui avaient déjà une expérience professionnelle. Oui, et puis ils vont avoir les deux, c'est encore mieux, nous verrons comment ils vont se comporter. Le projet d'Emmanuel Macron qui est dans son dernier chapitre, c'est rendre le pouvoir à ceux qui font, c'est-à-dire c'est pas donner le pouvoir à tout le monde. Nous verrons tout cela. Merci à vous pour ce débat et ces analyses, j'allais dire, assumées et puis tranchées. La suite de votre émission, cette question à présent qu'on a un petit peu déjà esquissée, où est donc l'opposition vraiment? Qui va porter cette parole et ces propositions alternatives qui sont nécessaires dans notre pays? C'est une opposition qui est salutaire, évidemment, pour la bonne marche de la démocratie. Et bien, sur ce sujet, le match des idées va opposer dans quelques instants Anne Levade à Jean-Pierre Mignard. À tout de suite.
Événement. Demain, dans l'épreuve de vérité, Gérard Larcher sera l'invité de Michel Grossior. Le président du Sénat répondra aux questions de l'AFP et des Échos Radio Classiques. L'épreuve de vérité, demain à 18h30, en direct sur Public Sénat. On arrive à Saint-Plon, là où tout a commencé. Salut tout le monde. Frédéric Bardot est le cofondateur de Saint-Plon, une école d'informatique gratuite destinée aux individus en situation précaire ou à bas revenus. Mike, avant il avait travaillé dans la restauration. Là on parle code, on parle programmation. On va chercher des gens qui ne savent même pas ce que c'est que la programmation informatique. On suscite des vocations et on dit mais en fait tu peux le faire. C'est vous la France, demain à 13h sur Public Sénat. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant, c'est votre émission On va plus loin, bien sûr en direct, pour poser et tenter de répondre à présent cette question. Mais où sera l'opposition au projet du président Macron? La droite pèse 2 fois moins qu'avant, le PS est moribond, le FN et la France insoumise en très net recul par rapport à la présidentielle. Alors dans ce paysage chamboulé, qui va incarner une vraie force d'opposition? On va en parler avec nos invités. Anne Levade, bonsoir. Bonsoir. Juriste, professeur de droit public. Jean-Pierre Mignard, bonsoir. Juriste également, avocat, proche d'Emmanuel Macron. Alors avant d'entrer dans le vif de notre sujet, je vous propose de nous arrêter sur ce que pourrait être cette opposition face à l'écrasante majorité d'Emmanuel Macron, en tout cas celle qui se dessine en vue de dimanche prochain. On voit tout cela avec Julie Hulin. La majorité est écrasante, entre 400 et 455 des 577 sièges. À l'Assemblée, La République En Marche risque de ne rencontrer quasiment aucune opposition. La droite, groupe le plus important, pèse 2 fois moins qu'avant. Et nombre d'entre eux ont d'ores et déjà annoncé qu'ils voteraient la confiance au gouvernement d'Édouard Philippe. La gauche est, elle, tout simplement laminée, entre 20 et 30 sièges. Du côté des extrêmes, le Front National et la France Insoumise sont en très net recul par rapport à la présidentielle. Il leur sera même très compliqué d'obtenir un groupe parlementaire. Une majorité écrasante, mais parmi elles, 90% de néophytes qui devront prendre leur marque, avec peut-être à long terme l'envie de prendre des libertés. C'est finalement de la rue que pourrait venir la plus forte opposition, de ces électeurs qui ont fui les urnes et qui attendent Emmanuel Macron au tournant. Alors l'opposition, sa place, sa force dans notre pays, c'est une question, Jean-Pierre Mignard, de vitalité, de bonne santé démocratique. Est-ce que cela vous interpelle qu'on pose depuis hier cette question de l'opposition? Où est-elle? Est-ce qu'elle sera suffisante? Ou est-ce que ça vous paraît légitime de la poser aujourd'hui face à l'écrasante majorité qui se dessine? Oui, je vais vous dire, ce que je trouve étrange dans cette question, ce n'est pas la première fois où elle est posée, c'est qu'on se tourne vers ceux qui ont été victorieux et on leur dit « mais alors, où est l'opposition » Ceux qui ont gagné les élections sembleraient devoir s'excuser d'avoir gagné. Je trouve en plus que la communication a été correcte, pas triomphaliste, mais c'est plus d'ailleurs à ceux qui ont perdu qu'il faut poser la question. Pourquoi avez-vous perdu? Pourquoi les électeurs ne sont-ils pas venus? Et pourquoi d'ailleurs la moitié des électeurs ont décidé de ne pas venir aux urnes? Ce n'est quand même pas à La République En Marche, qui n'a pas toutes les vertus, ni aux qualités du président Macron, qui sont pourtant grandes. Ça ne suffit pas à expliquer ce qui quand même se passe. Ce qui se passe, c'est une crise démocratique. D'une certaine manière, La République En Marche a comblé un des vides. Elle n'a pas comblé tous les vides. Donc là, ce qui préexistait, ce dont nous parlions longuement, la crise nationale, la crise sociale, la crise démocratique, sur un fond de monde bouleversé, tout ça n'a pas cessé miraculeusement avec l'élection d'hier. Mais on ne peut pas demander à La République En Marche, êtes-vous inquiet de votre succès? Anne Levade, c'est une question, une interrogation qui vous paraît légitime, ou est-ce qu'elle est décalée, comme on la voit, comme vient de l'énoncer Jean-Pierre Mignard? Alors, je partage assez largement ce que disait Jean-Pierre. Je crois que la question qu'on peut poser, c'est d'une part, pourquoi les Français, effectivement, sont-ils restés si nombreux chez eux hier ?
Qu'est-ce qui explique qu'ils ne se soient pas retrouvés, alors d'abord dans un moment électoral, parce que on ne sait pas exactement pour qui auraient voté ceux qui ne sont pas venus. Toujours est-il qu'ils n'ont pas éprouvé le besoin de venir voter. Alors ça, pour tous les observateurs de la vie politique, l'interprétation de l'abstention, c'est toujours ce qu'il y a de pire. Donc on a toujours les mêmes explications. Il faisait beau. Deuxième explication, les gens pensaient que l'affaire était faite, donc c'était pas la peine d'y aller. Et puis de fait, et on l'a bien vu au moment de la présidentielle, il y a... alors, je ne sais pas s'il faut dire une déception ou une déconnexion, ou les deux combinés. En tout cas, les Français ne se retrouvent pas, à tort ou à raison, dans l'offre politique qu'il aurait faite. Le tout dans une séquence électorale qui a été particulièrement longue, puisque, effectivement, les deux primaires, avec évidemment en amont les campagnes préalables à ces primaires, font que depuis 2 ans, ils ont l'impression de ne rien faire d'autre que voter. Et la deuxième question qui se pose, puisque... une fois que cela est dit, ça ne résout rien. La majorité sera manifestement extrêmement forte à l'Assemblée. C'est de savoir où sera l'opposition. Parce que là encore, il faut laisser un peu de temps au temps. Il faut d'abord que cette Assemblée s'installe, il faut que les choses se composent, que les postes se répartissent, à la fois dans la majorité et aussi dans les autres groupes politiques, parce qu'à l'évidence, il y en aura, et voir comment les choses vont se mettre en place. Je ne le souhaite pas au gouvernement actuel, mais on sait qu'il y a eu des frondes plus fréquentes ces dernières années, et donc finalement, peut-être on peut voir aussi se réveiller, notamment avec une majorité qui a toujours été présentée comme devant être de projet, on peut aussi se voir se réveiller, texte par texte, peut-être, des oppositions inattendues. Vous me direz ce que vous en pensez, si c'est déjà une crainte. Encore une question quand même sur l'abstention au record. J'imagine qu'elle vous interpelle, qu'elle vous interroge. Expliquez-nous ce paradoxe, Jean-Pierre Mignard. En même temps, il y a un profond bouleversement politique. Vous parlez, à raison, de renouvellement, etc. Et en même temps, on a une forme de fatigue, semble-t-il, démocratique, des citoyens qui ne se sont pas déplacés. Comment expliquer ces deux aspects ? Constatons déjà que, je le dis sous le contrôle d'Anne, mais lors des élections législatives qui suivent l'élection présidentielle, le taux de participation est toujours moins important. On peut déjà peut-être faire un constat, c'est que nous, électeurs, considérons, parce qu'on ne va pas s'exclure, considérons que l'élection présidentielle est la plus importante. On peut s'en inquiéter. Mon ami Edoui Plenel, il voit là le signe d'une dévitalisation de la vie démocratique. C'est vraiment la Ve République, les institutions de la Ve, et c'est en effet le choix du président. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, voyons quand même ce qui s'est passé. Il y avait un candidat de quand même une formation politique considérable, qui était les Républicains, qui a échoué pour des raisons qui ont certainement laissé un goût amer à beaucoup de ceux qui l'avaient désigné ou de ceux qui l'ont supporté. Donc une grande crise, mais vraiment profonde, à l'intérieur des Républicains. Le Parti socialiste, qui depuis des années n'a pas réussi à trancher ces conflits, et peut-être d'ailleurs aux uns et aux autres de décider en bonne intelligence qu'il fallait se séparer. On peut se séparer lorsqu'un couple va mal. Le droit, précisément, a prévu de faire en sorte que le conjoint ou la conjointe... Mais qui garde les enfants, là, c'est l'action pour les partis politiques. Qui garde les enfants, il n'y en a plus, parce que si les enfants, c'est les électeurs, ils sont partis. Voilà, donc comme ils quoi, n'appartiennent à personne, quelquefois, il faut savoir se séparer. On a eu effectivement un vote de rejet dans les deux bords, qui était le vote d'une extrême gauche post-communiste et puis du Front National, dont on disait encore, n'oublions pas, parce que les gens disent, ah ben oui, alors est-ce que ce président Macron, ça ne va pas être une sorte de non pas un thaumaturge, une sorte de dictateur. J'entends parler du parti unique, alors comme en Union soviétique, c'est extraordinaire. Il y a quand même un mois et demi ou 2 mois, nous évoquions les risques du Front National. Alors maintenant, d'ailleurs, grâce à Emmanuel Macron, nous n'avons pas le Front National. On se dit, mais peut-être, est-ce que celui qui a remporté la victoire contre le Front National ne serait-ce pas un homme du parti unique déguisé? Tout ça me semble très très bizarre. Je veux dire, donc il y a une crise politique, il y a une crise démocratique. Je dirais presque que c'est aux formations politiques qui ont été défaites d'analyser ce qu'elles doivent faire. Vous dites tout à l'heure la faute aux autres. Mais attendez, c'est quand même pas la faute sur l'abstention, vous pouvez vous poser la question. Écoutez, attendez, sauf que, alors ça, je trouve ça extraordinaire, Sonia. Vous me dites, sur l'abstention, ça aurait signifié que République En Marche, dans votre esprit, aurait dû être une espèce de parti totalisant qui aurait absorbé tout l'électorat, qui aurait mobilisé tout l'électorat. Effectivement, si tous les électeurs
sans exception, avaient voté En Marche. Non, mais attendez, vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois. On ne peut pas. Permettez-moi d'avoir une question plus nuancée. Ah oui, parce que là, elle était brutale. Hein. Non, vous l'avez interprété ainsi. Dans cette phase de reconstruction, c'est vrai, de renouvellement, on peut s'étonner qu'il n'y a pas plus d'appétence, même si les législatives chez nous, c'est pas l'élection reine, ça reste la présidentielle, évidemment. Alors, Jean-Pierre a raison quand il dit que les législatives suivant les présidentielles, évidemment, c'est la présidentielle qui l'emporte en termes de participation. J'observe quand même que, bien sûr, le quinquennat a un peu changé la donne, mais pour autant, le fait d'avoir les législatives qui suivent les présidentielles, c'est quelque chose qu'on connaît depuis toujours. Et pour autant, encore, là, on voit qu'il y a une chute très nette. Il y a 10% de moins de participation qu'aux dernières législatives, il y a 5 ans. Donc ça manifeste quand même quelque chose, encore une fois, qu'il est difficile d'interpréter. Pour ce qui est maintenant de La République En Marche, et j'allais dire des formations politiques traditionnelles, en y réfléchissant, je me dis que je ne recherche pas où est la faute et qui est responsable de quoi. Le fait est que la combinaison entre le résultat d'hier et les primaires montre bien que ceux qui n'ont pas su se renouveler, indiscutablement, ce sont les partis traditionnels. Sans doute en termes d'organisation, de structuration, c'est-à-dire ils ne représentent plus grand-chose, j'allais dire, par rapport à ce que les choses étaient il y a 30 ou 40 ans. Et leur ligne politique n'apparaît plus satisfaisante, souvent d'ailleurs parce qu'en leur sein même, effectivement, il y a des ruptures qui sont extrêmement fortes, que ce soit au sein du Parti socialiste ou au sein des Républicains. Et du coup, ce qui est étonnant, c'est qu'on a le sentiment que La République En Marche, qui va devenir un parti, parce qu'elle n'a pas d'autre choix que de devenir un parti politique, y compris juridiquement, est pour l'instant peut-être analysé comme étant quelque chose de tellement bizarre, nouveau, atypique, une espèce d'objet politique non identifié, que, eh bien, finalement, il n'y a pas d'alternative dans les partis traditionnels. Ou, en tout cas, les électeurs n'ont pas considéré que ces partis traditionnels, qui sont finalement d'une certaine manière délégitimés, pouvaient répondre en quelque sorte ou réagir à cette situation nouvelle. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas presque d'opposition, je ne dirais pas à la hauteur, mais structurée telle que La République En Marche. Il n'y a pas de répondant. C'est exact, c'est vrai, ça, on le constate et on va sans doute le constater encore plus au second tour. Paradoxalement, c'est La République En Marche, le dernier né, qui semble marcher, c'est le cas de le dire, le mieux et le mieux se dresser sur ses jambes. Peut-être parce que c'est sa formation politique la plus nouvelle, partant d'une analyse de la crise politique, partant d'une analyse de la crise démocratique. Sur ce point, c'est l'analyse d'Emmanuel Macron. Sur ce point, je pense qu'il l'a posé avec le plus de lucidité, et il y a allié à cette lucidité l'audace qui a permis, avec les institutions de la Ve République, de l'emporter. Je voudrais quand même nuancer le propos. Nous sommes ici au Sénat. Il ne me semble pas que la majorité de cette assemblée importante dans la République soit République En Marche. Elle est républicaine, mais enfin elle n'est pas en marche sur le plan strictement partidaire. Les municipalités, les collectivités territoriales ne sont pas a priori encore acquises en marche. Les organisations professionnelles ne sont pas comme l'Union agrarienne. De rassurer ceux qui pensent qu'il y aurait trop de pouvoir. Oui, c'est pas l'Union agrarienne de Bulgarie avec le parti du communiste bulgare. Je me permets aussi d'indiquer que la presse est libre, et heureusement, et qu'elle le reste, et nous la défendrons. Et puis enfin, la justice est libre. Donc, heureusement... Sans intervenir, quel que soit le ministre, voilà. Ni garde des Sceaux, ni personne. Oui, ça, effectivement. De toute façon, comme je pense que la presse est libre, que les journalistes ont mauvais caractère, ils se chargeront de dire aux ministres ce qu'ils en pensent, et ils auront raison. Regardez cette une, Jean-Pierre Mignard-Anne-Levade, c'est La Croix. Alors, le titre, c'est les risques d'une hypermajorité. On en a parlé, mais je veux qu'on regarde la photo. La voici. Regardez, derrière Emmanuel Macron, Jean-Paul Delevoye et tout ce qu'on connaît au premier plan, les autres visages. Il y a une question qui a été évoquée tout à l'heure dans ce débat, c'est la question de la diversité, de la représentativité de cette future Assemblée. Là, on ne parle pas du tout de légitimité. Oui. Certains disent qu'il y a... Et ce n'est pas d'ailleurs un reproche, qu'il y ait beaucoup de cadres, beaucoup de chefs d'entreprise, mais beaucoup de ces CSP+. Est-ce que dans ce cas-là, c'est la vraie France qui est représentée? Parce que c'est ça le but d'une chambre, c'est qu'elle représente la diversité de la France. Je parle à la constitutionnaliste. Alors la question de la représentativité, c'est une question éternelle en démocratie, et c'est une question éternelle qui est aussi évoquée lorsque on cherche à privilégier la proportionnelle par rapport au scrutin majoritaire, parce que cette représentativité, elle est à la fois sociologique et politique. C'est d'ailleurs l'occasion de dire au passage que on voit bien dans les projections qui sont faites aujourd'hui la grande distorsion entre le pourcentage de voix obtenues par les formations politiques et le nombre de sièges qu'ils auraient in fine. Alors si je reviens à votre question, c'est très
très paradoxal, parce qu'en même temps, La République En Marche a fait ce choix d'avoir une stricte parité sur le plan des candidats, et donc pour la première fois, compte tenu de la majorité très importante que cette formation devrait remporter, il est probable que l'on ait effectivement un nombre de femmes très important à l'Assemblée, ce qui était attendu depuis des années. Donc, mais déjà, donc, en termes de représentativité. Après, la grande difficulté, je crois, tient aussi au fait de savoir qui a envie de s'engager en politique. C'est-à-dire que l'idée, alors j'entends bien toutes les propositions les plus fantasques, y compris celles qui préconisent parfois le tirage au sort, c'est-à-dire on ferait des groupes sociologiques et puis on tirerait au sort pour que ce soit représentatif. En même temps, l'engagement politique, c'est quand même d'abord un choix. Et derrière cette question éternelle de la représentativité, il y a aussi la question sous-jacente qui est de savoir si on est mieux représenté par quelqu'un qui est votre identique, celui qui vous ressemble, ou si on est mieux représenté par quelqu'un dont on partage des idées et qui ensuite, quel que soit son sexe, son origine, sa profession, etc., va porter le message qu'on a envie de voir porter. Oui, je suis d'accord avec Anne. Je rajouterai une chose qui est peut-être importante, c'est qu'en effet, on voit bien l'échantillon social représenté par beaucoup des candidats d'En Marche. Alors, ce qui est significatif, c'est que les formations politiques avaient aussi une caractéristique, c'est-à-dire qu'au Parti socialiste, on parlait de sections, LR s'était aussi organisé. Je ne veux pas dire que c'était des organisations qui visaient sur un mode militaire, mais en tout cas sur un mode quand même très, très contraint, où la vie démocratique, il ne faut pas l'exagérer non plus, ou bien encore les gens étaient obligés de se situer par rapport à des écuries, par rapport à des courants. Et là, vous avez beaucoup de gens qui ont peut-être une conception plus idéale de la politique, plus libre de la politique, plus individuelle de la politique, plus tocquevillienne de la politique. Quand Tocqueville décrit les classes moyennes éduquées, quand il décrit les classes moyennes éduquées comme étant effectivement le ferment de la vie démocratique, je pense en effet qu'on a affaire à beaucoup de personnes qui étouffaient ou qui Maître Mignard, vous n'en faites pas une assemblée un peu idéalisée? Non, non, c'est pas du tout idéalisé, parce qu'il peut y avoir un certain nombre de personnes qui vont découvrir, et ce sont des amis qui vont découvrir la rudesse de la vie parlementaire, rude d'ailleurs, parce qu'à l'Assemblée nationale, elle est plus rude qu'elle ne l'est au Sénat, donc il y aura des découvertes. Mais ce sont des gens, dans tous les cas, qui n'auraient pas voulu participer à une vie publique engoncée dans les formations politiques traditionnelles. Voilà, ça me semble être une vérité. Oui, ce que dit Jean-Pierre est exact. Simplement, on avait des formations traditionnelles qui avaient une histoire. Qui étaient très traditionnelles, et dont leur histoire... alors même d'ailleurs que le Parti Socialiste et les Républicains n'ont pas exactement la même, j'allais dire, culture et tradition, mais dont leur histoire fait qu'il y avait un ancrage local très fort, et qu'effectivement, il y avait une organisation qui avait été construite, mais depuis des décennies, puisque les partis qui les ont précédés fonctionnaient de la même manière. Il n'est pas complètement exclu d'ailleurs que la République En Marche, à un moment ou à un autre, doivent se structurer de la même façon, parce que c'est sans doute aussi le bon moyen de faire vivre une formation politique de manière locale. Vous voulez dire qu'elle finira par ressembler à tous les autres? Non, Anne ne veut pas dire ça. Elle est bien on va la laisser répondre. Non mais attendez, il y a deux choses différentes. Je pense que l'organisation ne fait pas le fond. Moi je ne pense pas que l'organisation du parti soit en cause dans les formations traditionnelles. Je pense que ce qui est en cause pour les Républicains comme pour le Parti Socialiste, c'est à un moment donné le renoncement, peut-être à raison de l'organisation des partis, à déterminer une ligne politique et à faire le choix d'un certain nombre d'engagements. Ou alors, deuxième élément, et les deux sont liés, c'est cette volonté qu'ont eu ces deux partis à un moment donné d'embrasser trop large devant effectivement une menace qu'on a mentionnée 100 fois ici, qui est notamment la menace du Front National, et donc de vouloir faire bloc pour pouvoir, au moment des élections et notamment du deuxième tour, exister. Il y a une chose qu'on a peu dite. Moi, je suis absolument désolée du taux d'abstention. En même temps, ce taux d'abstention a une espèce d'effet miraculeux. Il n'y a pas de triangulaire. Parce que, évidemment, pour qu'il y ait triangulaire, c'est sur la base du nombre d'inscrits et pas du nombre de votants. Or là, par définition, très peu arrivent à 12,5% des inscrits. Donc, on voit bien à quel point ces choses-là sont complexes parfois. Et là, finalement, on a une espèce de simplification du schéma politique qui est liée à cette abstention. Quelle responsabilité, Jean-Pierre Mignard, sur les épaules de tous ces parlementaires de La République En Marche? Parce que s'ils souhaitent incarner, comme c'est présenté, le renouvellement, la respiration démocratique, l'efficacité, l'idéal que vous avez décrit, il n'y a pas droit à l'erreur cette fois-ci. Il n'y a pas droit à l'erreur, oui, d'une certaine manière, c'est exact. Vous avez raison. Je pense en effet que
si on échoue, hein, je me dis que je pense en effet que, vu la situation politique globale du pays, vu l'état des forces politiques adjacentes, je crois qu'en effet, la fatigue risque de se transformer en épuisement démocratique. C'est-à-dire qu'on aille bien au-delà. Alors il va falloir trouver sans doute des modes de vie démocratique. Alors d'abord, premièrement, il y a une pratique institutionnelle. C'est pas parce qu'il y a des groupes qui sont beaucoup moins nombreux à l'Assemblée qu'il faut les... Je dirais presque, c'est parce qu'il y aura des groupes plus faibles qu'il faudra faire un surcroît d'attention et d'estime pour ce qu'ils disent. C'est des proclamations de vertu, mais si elles ne sont pas suivies d'effets, vous verrez, ça se passera mal. Deuxième chose, je pense qu'alors, il y avait une idée d'Emmanuel Macron qui était une idée qui avait déjà trouvée chez Ségolène Royal, qui était comment associer les citoyens à la préparation des lois. Ah, grand débat. Parce que ce qu'on a appelé la démocratie participative, que le professeur Saint-Omer décrit bien, est peut-être un des morceaux de la solution. C'est-à-dire comment le corps démocratique, le corps civique est-il associé à la confection des lois. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de courage, beaucoup d'efforts, beaucoup d'abnégation, beaucoup de présence dans les circonscriptions pour amener les personnes à s'intéresser, à leur dire, ce qu'on vous demande, ce n'est pas de la figuration, c'est effectif. Vous avez raison, c'est un immense boulot. On va conclure, je vais vous laisser la parole, Anne-Wade. Juste une question, Maître Mignard, sur la future loi qui va quand même intégrer certaines dispositions de l'état d'urgence, évidemment, et sur de nombreux autres sujets. Je vous avais reçu il y a déjà quelques années, plusieurs mois, vous êtes un grand défenseur des libertés, avec vraiment, j'allais dire, des digues précises entre liberté et sécurité. Qu'est-ce que vous pensez quand même de cette institutionnalisation en quelque sorte de l'état d'urgence? C'était encore une fois, soit on se plaint du renouvellement sans fin de l'état d'urgence, soit on décide d'intégrer des dispositions de l'état d'urgence dans la loi commune. Mais ça revient au même, il va être permanent. Si, alors, je veux dire, il va être permanent. Alors, qu'est-ce qu'on perd? On perd le contrôle parlementaire. Ça, c'est exact, puisqu'il existait. Premier problème, c'est réel. Ce qu'on gagne, le procureur de la République, dorénavant, décidera des perquisitions. Il faut que le procureur de la République soit un procureur de la République qui ait la plénitude de ses qualités et de sa fonction de magistrat. Ce qui veut dire que très rapidement et presque simultanément, on ait en effet un alignement du statut des procureurs de la République sur ceux des juges du siège pour qu'ils soient des magistrats au sens où la Cour européenne des droits de l'homme le reconnaît. J'ai une réticence parce qu'à un moment donné, il est dit que l'exploitation des données se fait par un juge des référés administratifs. Moi, je n'ai rien contre les magistrats administratifs parce que bien souvent, même d'un fois, j'ai bien vu le Conseil d'État défendre les libertés de manière extrêmement vive et quelquefois même plus que la Cour de cassation. Simplement, c'est au juge des libertés, au juge judiciaire, gardien des libertés, qu'il me semble qu'il reviendrait de faire cela. Je ne trouve pas bon, je le dis, que l'ordre judiciaire soit en marge de ce texte. Et là, il va falloir travailler, parce que si on veut vraiment que ça devienne la loi ordinaire, alors il ne faut pas que des dispositions extraordinaires, dont on ne verrait pas l'efficacité, subsistent. Le mot de la fin, Anne Levade? Oui, je vais revenir, non pas du tout que le sujet ne m'intéresse pas, mais je voulais juste revenir un tout petit peu en arrière sur les questions qui nous préoccupent immédiatement, qui sont les questions d'opposition, de majorité, etc. Juste pour dire, et c'est mon mot de la fin, que curieusement, pour la première fois, un certain nombre d'étapes institutionnelles qui en général n'intéressent personne vont être, me semble-t-il, absolument déterminantes dans les jours qui viennent. C'est-à-dire que immédiatement passé le deuxième tour des législatives, vont s'engager un certain nombre de choix stratégiques qui sont déterminants pour la suite. Je pense évidemment aux compositions des groupes. La première question que vous posiez était qui sera l'opposition. Je rappelle que dans le cadre de l'Assemblée nationale, lorsque les groupes sont constitués, ils doivent se déclarer d'opposition ou non. Et ça, ce sera évidemment extrêmement intéressant à voir au moment où on entend un certain nombre de personnalités politiques de droite dire qu'elles voteront la confiance, alors qu'en général, c'est un des critères d'opposition ou majorité. Et puis, bien sûr, il y a les présidences de commission, la présidente du groupe La République En Marche. Tout ça va être absolument déterminant. C'est la condition pour que les choses fonctionnent bien. Et une fois que cette étape est ratée, je ne le souhaite pas, mais une fois qu'elle est ratée, il est très difficile de faire machine arrière. On aura l'occasion d'en reparler, donc de ces étapes successives qui vont arriver. Merci Jean-Pierre Mignard et Anne Levade. Merci à vous. La suite de votre émission dans quelques instants, c'est le grand entretien, mais d'abord le tour d'horizon de l'actualité du jour. À droite comme à gauche, c'est l'hécatombe. Le candidat socialiste à l'élection présidentielle, Benoît Hamon, est éliminé dès le premier tour dans son fief des Yvelines.
Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du PS, défait à Paris. Aurélie Filippetti, l'ancienne ministre de la Culture de François Hollande, balayée à Metz. Tout comme l'ancienne ministre de la Justice, Elisabeth Guigou, en Seine-Saint-Denis. Chez les écologistes, Cécile Duflot comme Emmanuel Cos sont éliminés dès le premier tour. À droite, c'est un camouflet pour Ramayad dans le Loir-et-Cher. Battu à Paris, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, Henri Guénaud, se retire de la vie politique. En Seine-Maritime, Nicolas Bay, le secrétaire général du FN, n'accède pas au second tour. À gauche... Si le Parti socialiste avait déjà été moins divisé pendant le quinquennat Hollande, je pense qu'on n'aurait pas eu cette situation. Tout le monde nous a expliqué que François Hollande n'était pas le meilleur, en tout cas pour se présenter et défendre le bilan et amener les socialistes aux législatives. J'ai tendance à penser que ce soir, en tout cas, le constat est vraiment très dur, puisque vous avez vu le résultat. Donc j'ai tendance à penser que si François Hollande avait été peut-être un peu plus soutenu et qu'il avait été soutenu pour mener cette campagne et présidentielle et législative, je ne dis pas qu'il aurait gagné la présidentielle, mais je pense que les résultats législatifs auraient sans doute été moins pires que ce soir. Donc je rappelle quand même aux socialistes qu'à un moment donné, la division ramène toujours la défaite. On en a les résultats ce soir. À l'Assemblée nationale... Avec 20 points de retard, cela va être compliqué pour Najat Vallaud-Belkacem. Candidate PS dans le Rhône, l'ex-ministre de l'Éducation nationale est arrivée très loin derrière Bruno Bonnell, le candidat de La République En Marche. Dans le Gard, le député FN Gilbert Collard est en difficulté face à la torera Marie Sarah, soutenue par Emmanuel Macron. À Marseille, sauf surprise, Jean-Luc Mélenchon devrait réussir à l'emporter dimanche prochain sur sa rivale Corinne Versini. À Paris, Nathalie Kosciusko-Morizet est en mauvaise posture. La candidate LR devra affronter le candidat En Marche Gilles Legendre, qui a obtenu plus de 41% des voix. Enfin, Marine Le Pen à Hénin-Beaumont pourrait profiter de son bon score du premier tour pour faire son entrée à l'Assemblée nationale. En France... Nouvelle phase de concertation sur la réforme du Code du travail. Le cabinet de la ministre Muriel Pénicaud a reçu aujourd'hui les organisations syndicales et patronales pour entrer dans le détail de la réforme. 48 réunions sont prévues au ministère pour les partenaires sociaux. Chaque organisation aura droit à 6 réunions d'ici au 21 juillet. Le projet de loi d'habilitation à légiférer par ordonnance sera présenté au Conseil des ministres le 28 juin. Justice. Selon le quotidien Le Monde, le pneumologue Michel Aubier aurait été rémunéré par Total plus de 150 000 € par an en 2013 et 2014. Auditionné le 16 avril 2015 par la commission d'enquête du Sénat sur la pollution de l'air, le professeur avait minimisé les effets du diesel sur la santé. Il avait omis de préciser qu'il était salarié depuis 1997 par le groupe Total. Un faux témoignage qui lui vaut d'être poursuivi par la justice. Son procès commence mercredi à Paris. Et le Sénat s'est porté partie civile. Économie. La Banque de France persiste et signe. La croissance du produit intérieur brut devrait être de 0,5% au deuxième trimestre. En avril, mai et juin, l'activité a été dynamique dans le secteur des services et de l'intérim. Une bonne nouvelle pour le marché de l'emploi. Si la Banque de France ne revoit pas ses prévisions à la baisse, la croissance devrait s'établir à 1,4% en 2017. Mon invité ce soir est journaliste. Il a été correspondant au Proche-Orient, basé à Beyrouth, au Liban. Il connaît aussi très bien la Syrie. Jean-Marie Kemener, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous publiez 7 biographies. La première, biographie de Bachar al-Assad, intitulée Bachar al-Assad en lettres de sang, chez Plomb. On va bien sûr en parler en détail. Mais d'abord, votre avis, les premières semaines du quinquennat d'Emmanuel Macron ont été marquées par l'internationale rencontre avec différents chefs d'État. Selon vous, quel président est-il, sera-t-il sur le plan international ? On ne sait pas encore très bien. On sait qu'il a décidé d'avoir une posture gaullienne, gaulliste, macronienne, macroniste, je ne sais pas comment dire, en tout cas une posture de souveraineté et... Regardez, ne serait-ce qu'hier, la réaction d'Édouard Philippe, la France est de retour. Il y a quelque chose de gaullien, ne serait-ce que dans la sémantique. Je ne saurais pas trop dire quel président il va être à l'international. Ce qui est sûr, c'est qu'il semble vouloir exister, ce qui est le début de quelque chose. Le tout, c'est de savoir quelle existence on va avoir, c'est bien. Mais enfin, ça part sur de bonnes bases. En revanche, j'avais lu attentivement son programme et celui des autres, évidemment, de la présidentielle. Et on voit midi à sa porte et j'avais trouvé assez peu de choses décisives, capitales, changeantes sur le Proche-Orient et sur la Syrie en particulier. Au moins a-t-il eu le mérite de ne pas soutenir Bachar el-Assad, ce qui était
était bien, sachant que son adversaire... Il n'y a pas d'autres candidats qui l'avaient soutenu ouvertement. Son adversaire du second tour, si, en l'occurrence Marine Le Pen le soutenait ouvertement. Donc au moins on en avait un qui soutenait pas Bachar el-Assad. Vladimir Poutine. Mais est-ce que par rapport à la Syrie, Emmanuel Macron vous a surpris lors de sa conférence de presse avec le président Poutine à Versailles? Il a repris à son compte la ligne rouge, que si elle était franchie, autrement dit, s'il y avait utilisation d'armes chimiques, la France interviendrait. Oui, mais une ligne rouge... Quand vous êtes malade, c'est déjà trop tard. Voilà, imaginez que vous allez mourir du gaz sarin, qui n'est quand même pas une plaisanterie. Si on vous dit, ah non mais attention, hein, vous allez mourir de gaz sarin, mais après, moi je vais réagir, ça vous fait une belle jambe pour parler le plus tranquillement du monde. C'est le problème des lignes rouges. On a vu ce que valaient les lignes rouges avec Barack Obama, qui avait parlé lui aussi de lignes rouges à l'époque, François Hollande certes, mais de lignes rouges sur les bombardements chimiques, et qui au dernier moment n'avait pas participé à une frappe, qui n'a jamais eu lieu d'ailleurs, juste après le premier bombardement chimique. C'est une position un peu symbolique, diplomatique, peut-être, voilà. C'est bien de l'avoir dit. C'est bien de l'avoir dit. Mais encore une fois, soyons clairs, la ligne rouge, quand elle est franchie, c'est déjà trop tard. Donc je préférais qu'on mette, puisqu'il faut parler de couleurs, mettez-moi d'abord une ligne jaune, verte, bleue, hein, et mon Dieu, la rouge, d'accord, mais que d'autres lignes existent. Cela dit, très honnêtement, en l'état actuel des choses, Emmanuel Macron est un président, tout ce qu'il y a de plus normal, j'allais dire. Il n'y a pas de... En ce qui concerne la Syrie, j'ai apprécié aussi le fait qu'il soit capable de dire à Vladimir Poutine, dont les troupes sont présentes en Syrie, que la Syrie était sous l'attention de la France. C'est bien. On va en parler justement de la Syrie, de votre livre. Comment vous décrivez cette mécanique, cette machine autour de Bachar el-Assad? En ce moment d'abord, Jean-Marie Kemener, c'est une bataille clé qui est menée, celle de Raqqa. Sur le terrain, c'est une force arabo-kurde qui avance, soutenue évidemment par la coalition. Dites-nous pourquoi c'est une bataille symbolique et stratégique, Raqqa. Alors Raqqa, c'est symbolique parce que c'est la capitale de l'État islamique. C'est la capitale d'un État. Malgré tout, on dit c'est pas un État, c'est un État. Oui, mais elle a sa capitale et elle a vraiment sa capitale, hélas. Donc le symbole est là. On arrache Raqqa. Alors on arrache un symbole, mais on n'arrache pas les racines. Reste une présence énorme de Daesh en Syrie et en Irak aussi, mais en Syrie énormément. Reste des divisions sans fin dans la rébellion syrienne, qui est une mosaïque assez complexe. Très complexe. Et par ailleurs, militairement parlant, c'est un nœud stratégique un peu au milieu nulle part, près de l'Euphrate. Mais c'est pas non plus fabuleusement stratégique. Ils auraient Damas, que je dirais complètement autre chose. En revanche, on fait quoi après ? C'est la bonne question. Bah ouais. Mais après, dans cette reconstruction-là, il y a une question très importante, c'est celle de Bachar el-Assad. Pour le moment, il est là. Et dans ce livre, Jean-Marie Kemener, vous décortiquez vraiment cette machine, la mécanique autour de lui. Autrement dit, lui est le parti basse, parti central, unique, avec vraiment une mainmise totale sur la population. La police est un pilier majeur qui est là, qui résiste. Il a peut-être été fragile à un moment, mais il est toujours autour de Bachar el-Assad. Ah oui, le parti basse a été inventé alors en Irak et en Syrie. Hein. C'est deux pays qui partageaient ça, donc Saddam Hussein et Hafez el-Assad, le père de Bachar el-Assad, autrefois. C'est un parti qui se veut égalitaire, laïque au sens, pas au sens français du terme, mais laïque au sens non confessionnel, ou confessionnel, quasiment contre les confessions, et qui représente l'ensemble des Syriens. Et la théorie, c'est la théorie du Parti communiste de la plus belle époque de l'URSS. La théorie est belle, elle veut que ce parti soit présent partout, représente tout le monde, et que donc celui qui dirige ce parti soit élu par l'ensemble de la population et soit l'émanation du parti. Il y a une confusion des deux. On sait, ne serait-ce qu'avec l'URSS, que ça a pu donner. Avec la Syrie, ça donne la même chose. Mais pourquoi il y a eu certainement des tentatives de s'emparer de ce parti pour renverser Bachar el-Assad. Ça n'a jamais abouti. Ça ne peut pas. Pourquoi ? Parce que c'est verrouillé. C'est totalement verrouillé. Bachar ne fait que reprendre ce qu'a fait son père. Alors on va quand même beaucoup parler de son père dans ces cas-là, mais il était intéressant, Hafez el-Assad, quand il a pris le pouvoir. Il faut savoir, pour faire court, que les Syriens sont essentiellement sunnites.
musulmans, sunnites. Hafez el-Assad, minorité alawite. Cette minorité alawite, c'est un peuple des montagnes. Au 19e siècle, on s'est demandé ce qu'on allait faire de tous ces peuples des montagnes. Il y en a beaucoup au Proche-Orient, notamment deux qui sont en Syrie, les Druzes et les Alaouites. Les Druzes sont tombés, j'allais dire, dans l'escarcelle des sunnites, et les Alaouites dans l'escarcelle des chiites. C'est aussi pour ça que maintenant l'Iran soutient Bachar notamment. Mais bon, bref. Et nous voilà avec un Hafez el-Assad qui vient d'une minorité, qui ne représente pas grand-chose dans le pays. Il y avait à l'époque moins d'Alaouites que de chrétiens. Ça n'est plus tout à fait vrai. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut absolument que les confessions disparaissent, parce que sinon il ne peut pas tenir le pays. Il peut pas... Donc, partie basse. Et donc, on noyote tout le monde. Il faut savoir qu'à l'époque d'Hafez, quand on nommait un général adjoint, un capitaine, peu importe, mais on nommait quelqu'un à côté qui était un alaouite. Et pour parler d'autre chose encore plus claire... Et juste sur ce point, Jean-Marie Kemener, cette composante confessionnelle, il s'appuie là-dessus. Elle est importante. Par exemple, si je prends l'exemple des chrétiens d'Orient, beaucoup croient qu'il est le protecteur des chrétiens d'Orient. Peut-être l'a-t-il été à un certain moment, mais on a l'impression... Je crois que c'est la réalité, vous allez dire si c'est votre sentiment, votre analyse, qu'il profite en fait, qu'il se montre le protecteur justement pour jouer sur cette composante. Tout est savoir si le bouclier protège l'agresseur ou l'agressé. Et c'est un bouclier. C'est un bouclier humain. Alors à tout point de vue... Il ne protège que les siens en fait, les Alaouites. Oui, il ne protège que les siens. Et le malentendu de beaucoup sur les chrétiens d'Orient, c'est de dire Hafez el-Assad, oui, et Bachar surtout, les protège. Oui mais non. Alors d'abord, chez les chrétiens, il y a des rebelles, beaucoup. Les chrétiens représentent comme la société syrienne, et vous trouvez des rebelles, des pro-Assad. On en parle peu. Il y a de tout. Oui, mais il y a de tout. Assad, lui, a intérêt à dire « je protège les chrétiens », parce que le jour où il ne le dit plus, il perd quand même un énorme soutien international, malgré tout. Il perd un argument politique, et il perd un bouclier humain, tout simplement. Donc il y a une espèce de jeu de dupes là-dessus, qui n'est pas tout à fait nouveau au Proche-Orient, parce qu'au Liban, ça a longtemps été le cas. Hein. Si la France est autant impliquée au Liban, le point de départ de tout ça, c'est qu'il y avait des chrétiens d'Orient. Je parle jusqu'à François Ier, il faut remonter jusqu'à... Et qui lui permet de dire cela et de finalement... j'allais dire prospérer ou se maintenir sur cette conte vérité, si ce n'est les faiblesses de l'Occident, de l'Europe, qui a tourné le dos à ces chrétiens d'Orient, semble-t-il, aujourd'hui. Qui les protège ? Oui, mais l'Europe n'est pas confessionnelle. Mais la France n'a pas une responsabilité par rapport à eux ? La France n'a aucune responsabilité par rapport à eux. Une tradition de protection des minorités ? La France a une responsabilité vis-à-vis de toutes les minorités et de tous les réfugiés et de tous ceux qui souffrent, si on part du principe que nous sommes le pays des droits de l'homme et le pays des droits d'asile. J'aimerais bien que ce soit tout... J'allais dire encore, mais disons toujours le cas. Mais bon, voilà, le malentendu chrétien avec la France, il n'est pas tout à fait nouveau. Il y a aussi, pas un autre malentendu, mais vraiment une vraie question que j'aimerais vous poser, parce que vraiment, votre livre est passionnant, parce qu'il y a la mécanique, la machine et l'homme. Le couple même, Bachar al-Assad et sa femme, on parle là d'un dictateur, de quelqu'un qui a le sang de sa population sur les mains, et on découvre dans votre livre une personnalité d'une timidité maladive, c'est presque pathologique chez lui. C'est pathologique. C'est clairement pathologique. Il y a une histoire qui est assez connue, que je raconte dans ce livre. À un moment, il était encore étudiant. Il a fini ses études de médecine, en l'occurrence d'ophtalmologie à Londres, mais il a commencé à Damas. Et il va à un colloque, évidemment, organisé dans son université. Quelqu'un monte à la tribune, et à l'époque, on ne pouvait pas faire un discours sans faire applaudir le Raïs, c'est-à-dire le chef de l'État, son père, en l'occurrence, Hafez el-Assad. Et Bachar n'applaudit pas, parce que c'est son papa. C'est bon, il va pas applaudir. Et là, il y a un zélote d'Hafez el-Assad qui ne sait pas qui est Bachar, qui lui tape sur la tête en lui disant « mais dis donc, tu dois applaudir, quoi ». Et Bachar applaudit, il ne lui dit rien, il applaudit. Voilà, Bachar ne réagit pas. Bachar, c'est un timide, il était sous la coupe d'un père tellement monumental, d'un frère... Beaucoup de sang sur les mains, mais un charisme énorme. Un guerrier, décrit comme un guerrier, le père. Une puissance intellectuelle forte, énorme. Et il avait un frère aîné qui est mort dans un accident de la route, frère aîné qui devait prendre la succession. Et ce frère aîné, lui, imaginez, Bachar, il a grandi avec un frère qui avait quelques années de plus que lui, qui était beau comme un dieu, qui skiait super bien, qui était un soldat d'élite, qui jouait au foot très très bien, qui était un playboy de la jet set des années, on parle des années 70. Voilà, donc Bachar a grandi un peu en retrait de tout ça, et persuadé que son destin à lui, ça n'était pas la Syrie. Lui, il savait très bien qu'il voulait se retrouver en Grande-Bretagne.
Quand le destin bascule et que son frère meurt d'un accident de la route, mais il l'a dit, hein, c'est un drame pour lui au départ. C'est qu'il se voyait épouser sa femme tranquillement en Angleterre et vivre sa vie de... Mais qui est autour d'eux aujourd'hui? Vous dites que ça tient, le parti Baas est là, mais avec la guerre, avec tout ce qui s'est passé, ce premier cercle, il s'est rétréci. Qui sont les ultra-fidèles? La famille tient bon. Elle tient bon et elle tiendra bon. Les Alaouites tiennent bon, donc sa confession tient bon. Un bon nombre de Syriens, la population syrienne, il ne faut pas avoir une vision... Jean-Marie Kemener, il faut se le dire, ça, on ne veut pas tellement le dire, parce qu'on on montre un Bachar al-Assad isolé, fragilisé, c'est le cas, mais ce n'est pas toute la réalité, c'est un tableau. Une bonne partie de la population syrienne soutient Bachar al-Assad. Enfin, il n'y a pas de... Mais je suis navré de le dire, et pardon pour la comparaison, toute relative, je ne suis pas sûr que les Allemands ne soutenaient pas Hitler. Enfin, prenez d'autres comparaisons si vous voulez, avec d'autres criminels de guerre notoires, mais oui, non. C'est une réalité du tableau aujourd'hui qui explique qu'il est encore là. Dans un western, il n'y a hélas pas de John Wayne, et les gentils ne sont pas toujours gentils, et les méchants sont toujours méchants, mais appuyés fortement. Oui, là, on est incapable de dire quelle marge de la population soutient Bachar al-Assad, mais hélas, il y a beaucoup de Syriens qui soutiennent Bachar. La Syrie aujourd'hui, Jean-Marie Kemener, c'est un pays à terre, avec de nombreuses villes détruites, des populations réfugiées, énormément de populations réfugiées. Mais il ne faut pas oublier aussi que c'est un grand pays, avec vraiment une longue histoire. Ses écrivains, ses philosophes, ses penseurs. Ça fait penser à l'Irak, d'ailleurs. Comment ces pays qui ont vraiment incarné une partie du berceau de la civilisation, avec vraiment une histoire intellectuelle immense, sont aujourd'hui réduits à cela? J'en sais rien, ça tire les larmes aux yeux. La Syrie, pour les gens qui nous regardent, et rapidement, c'est dans ce pays qu'on a inventé l'écriture, dans un petit coin paumé, d'ailleurs pas très loin de chez Bachar al-Assad, à Ougarit. On a inventé l'écriture là-bas, on a inventé le zéro, pas loin de là non plus. Les plus grands penseurs, médecins, philosophes, il y avait deux centres de l'arabité, il y avait Bagdad et Damas. Ces deux centres ont rayonné dans tout ce que ça a d'humanitaire et en mathématiques, enfin, parce que mathématiques et philosophes, c'était la même chose chez eux. Et on ne saura jamais ou pas assez ce qu'on doit à ces deux énormes civilisations. Vous qui avez été correspondant de nombreuses années, ça c'était à Beyrouth au Liban, on n'imagine pas souvent quand on en parle, et même quand on lit votre livre, mais ça se dessine, ça s'esquisse, la force vraiment de la société civile au Levant, au Proche-Orient. Et là, on parle vraiment d'une société civile très enracinée, très forte, qui défend pied à pied toutes ses libertés. Elle est où? Elle a été décimée. Alors elle a été décimée. Elle a été totalement décimée en plusieurs parties, et quand je dis elle a été écrasée et éparpillée façon puzzle. Quand Bachar arrive au pouvoir, il semble ouvrir les portes de salons littéraires secrets, d'une presse, jusqu'à l'équivalent du Canard enchaîné d'ailleurs, secret. Enfin, il y a eu des choses assez étranges en Syrie. Moi, c'était très, très, très étonnant, quoi. Et tout d'un coup, donc les intellectuels syriens qui sont nombreux, mais qui jusqu'à présent se planquaient quand même assez souvent à Beyrouth, parce que c'était très très dangereux. Beaucoup d'opposants étaient en prison, donc voilà, reviennent, font vivre tout ça, et quelques mois plus tard, très peu en fait, Bachar referme le rideau de fer, c'est terminé, et à partir de là, la chasse aux sorcières, j'allais dire, va commencer avec des assassinats. Et la machine ferme vraiment ses dents, et là surtout la société civile. Elle ferme, mais c'est le début de la catastrophe également, parce que quand ces gens-là arrivent, commencent à parler de culture, d'art, tout ça se passe très bien, et puis à un moment ou à un autre, ils demandent un peu d'ouverture politique. Et l'une de leurs revendications, c'est de dire qu'il faut libérer les prisonniers politiques. Très bien, mais Bachar, figurez-vous, va le faire. Le problème, c'est qu'il va libérer 50 intellectuels et 550 islamistes. Et c'est le début de la catastrophe. Exactement. Et des lettres de sang. Que vous décrivez bien. Et pour comprendre ce qui se passe en Syrie, il faut comprendre la vie, le parcours de Bachar al-Assad en lettres de sang, de sa famille, du parti Baas, de ses Alaouites. Merci Jean-Marie Kemener. Merci à vous. Merci. J'imagine que comme tous les correspondants qui avaient couvert ces régions, vous restez toujours un nostalgique de ces pays, de ces ambiances. Oui, mais je peux pas vous dire où, mais je pense que je vais retourner vivre, je suis sûr, je pars le 28 juin, retourner vivre... Vous nous le raconterez peut-être dans un autre livre. Quelques années dans un autre pays sympathique. Merci Jean-Marie Kemener. Bachar al-Assad en lettres de sang, c'est chez Plomb. Et on arrive presque à la fin de cette émission, mais d'abord, ce sont les moments choisis sur Public Sénat.
C'est une opération main propre, voilà. Je pense que les Français en avaient marre de voir les mêmes têtes à droite comme à gauche depuis 20 ou 30 ans. Ils nous l'ont souvent dit. On n'a pas été capable de régénérer ni sur le fond politique, ni dans le renouvellement des têtes notre formation politique. Et donc les Français se sont détournés de nous. Et ils se sont détournés globalement de cette classe politique qui les a déçus et parfois même trahis. Moi, je pense que je vais avoir un groupe à l'Assemblée nationale. Il ne faut pas vivre de l'annonce perpétuelle de malheur et de désastre. On m'avait dit que j'étais un champignon présidentiel, incapable de concrétiser dans les élections législatives mes résultats. Bon, alors d'accord, j'ai pas fait 20% dans les législatives, mais on est la première force et loin devant toutes les autres. Derniers humains dans un monde mécanisé, la jeune génération de dockers tente de garder sa place et son identité sur le port. À 15 mètres de hauteur, enfermé dans sa cabine, Florian décharge jour et nuit les fruits du commerce mondial. Par rapport à avant, c'est beaucoup plus automatisé, on peut le voir avec les portiques, avec les cavaliers. C'est plus à charge de dos, enfin, on est obligé de s'y faire la machine, on n'a pas le choix. Sur les quais, l'explosion du trafic maritime depuis les années 1950 a ébranlé l'une des dernières grandes familles ouvrières de France. La toxicité grandissante des cargaisons a mis la vie des dockers à l'épreuve. Cinquième port d'Europe, Le Havre est au cœur des échanges mondiaux. 68 millions de tonnes de marchandises transitent ici chaque année, principalement en provenance d'Asie. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Votre rendez-vous matinal demain, c'est Territoire d'Info. Et moi, je vous retrouve avec plaisir à 22h. Belle fin de soirée en notre compagnie.